Bienvenue sur Work in Progress. Moi, c'est Mathieu et chaque semaine, j'explore le futur du travail avec une vision qui intègre le bien-être et la santé à travers des gens qui font, qui testent des choses concrètes pour construire un futur souhaitable et partagent ce qu'ils ont compris sous forme de clés d'action pour aider chacun de nous à mieux travailler. Ce podcast est fait pour vous si vous voulez être architecte et non victime de votre futur. Parce qu'à chaque épisode, vous repartez avec une action concrète à mettre en place maintenant. Je vais casser le mythe tout de suite, notre cerveau ne sait pas traiter plusieurs tâches complexes à la fois, c'est une réalité scientifique. On croit qu'on fait du multitâche, alors qu'en réalité on demande juste à notre cerveau de passer d'une tâche à l'autre très rapidement. C'est énergivore, ça rend moins efficace et moins heureux aussi. Avec Ali, fondateur de Pouvoir Intérieur et cofondateur de Kalima, on revient sur ce mythe du multitasking à travers son expérience personnelle, puis il nous donne ses méthodes pour revenir au monotasking. Je vous laisse avec notre conversation. Salut Ali. Salut Mathieu. Bienvenue à toi sur Work in Progress pour parler de travail multitâche ou multitasking, un sujet qui nous concerne tous. On a tous un moment où on se surprend en train de checker les mails, vérifier si un tel nous a répondu, ouvrir les réseaux, se faire aspirer par les notifications alors qu'on fait totalement autre chose. Et cette sursollicitation crée une sorte d'addiction au niveau hormonal, ce qui fait que sur une journée, on a vraiment, en tout cas moi c'est mon cas parfois, le sentiment d'être constamment occupé, de jongler entre les tâches, mais à la fin de ne pas avoir fait autant que ce qu'on voudrait, et ça augmente la charge mentale. En réalité, derrière tout ça, il y a ce qu'on appelle le multitasking, donc c'est le sujet du jour, et ça réduit l'efficacité, la productivité, mais pas que. J'ai lu des études neuroscientifiques qui prouvent que ça diminue aussi le bien-être au niveau global et augmente les risques d'erreurs au travail. Donc l'enjeu n'est pas que celui de la productivité au travail, mais aussi celui du bonheur, de retrouver du temps pour faire des choses qui nous plaisent avec nos êtres chers. C'est tout ce sujet que je voulais aborder avec toi. Mais avant ça, je vais te laisser te présenter en quelques mots, Ali. Écoute, merci beaucoup pour l'invitation et cette intro. J'aurais pas pu faire mieux. C'est parfait. Écoute, moi, donc je suis Ali. Je suis entrepreneur, coach thérapeute et aussi formateur puisque je donne des formations, que ça soit sur de la facilitation de cercle de parole ou sur ces sujets de bien-être et de soins du mental. Et d'optimisation justement de la concentration et du mental. Et voilà, je dédie aujourd'hui ma vie et mes activités au sujet du bien-être et en particulier sur la partie mentale et émotionnelle. Et je suis plus qu'heureux de faire ça tous les jours. Et tu le fais de manière très inspirante, moi qui te suis sur LinkedIn. Et au passage, donc, pour mettre les références que je mettrai dans le lien dans les notes de l'épisode, les cercles de parole, c'est avec Kalima et donc ça, c'est avec aussi ton collègue et ami Mathieu Thomé. Et la partie coach, bien-être, accompagnement, c'est avec Pouvoir Intérieur, je crois. Exactement. Donc, on parle de deux sociétés là. Exactement. Kalima, donc c'est que j'ai cofondé avec Mathieu Thomé et avec qui on a créé cette formation de facilitation. Aujourd'hui, il y a plus de 120 personnes qui nous ont fait confiance et avec qui on forme une magnifique communauté sur ce sujet de libération de parole, écoute des autres et authenticité, vulnérabilité. Vraiment cette force de la parole comme une médecine, comme de la médecine de la parole. Et Pouvoir Intérieur, c'est un peu plus ma marque personnelle, si tu veux, sur tous ces sujets de bien-être, de santé, que ça soit au niveau mental, émotionnel ou aussi physique, parce que j'ai un programme qui allie le yoga et le bien-être mental. Mais c'est vraiment ma marque perso et aussi c'est là où je fais mes coachings individuels. Voilà. Super, merci pour la précision. La marque personnelle, je viens de sortir un épisode avec Caroline Mignot aujourd'hui qui fait un tabac, donc c'est marrant que tu en parles. Ouais. Bref, j'aurais pu aussi te poser des questions là-dessus, mais je vais pas, vraiment pas commencer à digresser. On va revenir au sujet. Moi, ce que j'adore dans le podcast, c'est que on fait pas un travail de dresser une vérité non plus universelle. C'est bien d'aller chercher dans l'expérience aussi de ce qui s'est passé pour toi, pour en tirer des clés d'action qui pourraient inspirer les autres. Et donc, je voulais démarrer par une première question qui entre dans le vif du sujet. C'est quoi, toi, ton expérience personnelle du multitasking? Parce que je te disais juste avant l'épisode que j'étais impressionné par en ce moment tout ce que tu communiques, tout ce que tu sors comme projet. Tu m'as dit, récemment, j'ai changé pas mal de choses. Qu'est-ce qui s'est passé? Écoute, tu fais très bien de poser la question dans ce sens pour que je bascule pas dans mon petit côté neurosciences, psychologie. Je vais répondre vraiment comme moi je On l'ai peut vécu. aussi. Hein. On peut, aussi. je pense que ça va venir spontanément parce que il y a des infos que je vais partager comme ça naturellement qui peuvent servir aux gens. Mais
sur ce premier angle de mon expérience personnelle en tant que professionnel, travailleur, ou en tout cas quelqu'un qui fait un effort intellectuel, comme on est beaucoup, à le faire. C'est un peu, on a basculé dans une économie, un travail de l'information. On est des travailleurs de l'information et de la connaissance, et on utilise notre connaissance pour créer des services ou des produits aujourd'hui. Et ce switch-là, il s'est fait très trop rapidement sans que forcément on prépare notre cerveau, nos routines, nos méthodes à ça. Et donc je suis tombé dans le piège. Et je t'avoue qu'encore aujourd'hui, c'est un travail que je fais encore parce que c'est un travail d'attention et de conscientisation de nos actions. Mais si tu veux, je suis tombé dans ce piège du multitasking, du trop faire tout le temps. Et je pense que beaucoup de gens se reconnaissent que quand je discute, j'ai des retours similaires à chaque fois. C'est ouvrir 10 fenêtres en même temps et passer de l'email au petit check des réseaux sociaux, et puis travailler sur son offre ou une action qu'on doit faire si jamais on est salarié et qu'on doit préparer je ne sais quelle présentation ou tâche pour son équipe ou ses collègues. Moi, dans mon cas, ça a été faire trop de choses en même temps. Je pense un des exemples les plus marquants que je vivais, c'était démarrer avec LinkedIn, comme je crée du contenu et que j'en ai besoin pour mon business, mes activités, et en même temps checker les 3-4 emails, les premiers que je veux traiter le matin, et en même temps penser au contenu de la formation que j'étais en train de créer. Bref, mon cerveau, il partait dans tous les sens. Le pire, c'est que je pensais que ça voulait dire être efficace, parce qu'on a un peu cette vision un peu commune de je fais beaucoup de choses en même temps, je suis un fou, je fais du multitasking, je suis hyper productif. Et ce qui s'est passé, c'est que j'ai commencé à lire sur le sujet, et surtout en ressenti plus que juste mental, intellectuel, même en ressenti physique, je sentais de la fatigue, de la lourdeur. Et face à ça, je me suis dit, il y a un truc qui cloche. Je dois réagir parce que c'est pas normal, je le sens. Et j'ai commencé à lire, j'ai commencé à creuser, j'ai commencé à explorer. Et je suis un peu geek sur ces sujets du cerveau, neurosciences. Et j'avais lu un peu des débuts de recherche et d'analyse sur le sujet. Et quand j'ai creusé, en fait, j'ai eu très très vite mes réponses. Et il n'y a aucun suspense aujourd'hui pour moi, à mes yeux, de ce que j'ai lu, j'ai découvert, et les spécialistes avec qui j'ai discuté. Le multitasking, c'est pas bon pour la concentration, la super productivité, et simplement, ça ne permet pas d'utiliser son cerveau à son plein potentiel. Et à partir de là, une fois que je dis ça et que moi j'en ai pris conscience il y a quelques mois, j'ai pris un certain nombre d'actions, j'ai mis en place des routines pour inverser ça. Et aujourd'hui, ce que je te disais tout à l'heure, merci pour le compliment, parce que j'ai changé beaucoup de choses qui me permettent aujourd'hui d'être plus productif et de créer plus que ce que je créais avant en moins de temps. Voilà. Et ce qui est lié c'est pour ça que je t'ai dit ton intro, elle était super, parce que pour moi, la finalité de tout ça, c'est de continuer à être un entrepreneur avec mes différentes activités, mes différentes missions, mes différentes entreprises. Bien sûr que ça soit des activités, projets à succès, mais que je garde suffisamment de temps pour prendre du plaisir avec ma famille, mes amis, maintenir mon sport, prendre soin de ma santé. Et ces deux choses peuvent se concilier et marcher très bien si justement on s'autorise et on fait le nécessaire pour exploiter le cerveau à son plein potentiel. Voilà. J'ai très envie d'aller te demander tes routines, mais on va y venir. Avant, tu me parlais de tes différents apprentissages. Et ouais, je voulais partager, moi aussi, j'ai regardé quelques trucs pour préparer l'épisode, mais je pense que tu es allé beaucoup plus loin que moi sur le sujet. J'ai notamment lu un truc intéressant que je voulais partager. C'est que le multitasking, en fait, ça provoque une production de cortisol. Donc, c'est l'hormone de stress. Ainsi que de l'adrénaline, et qui est capable de surstimuler le cerveau, puisque du coup il va essayer de faire plus de choses en même temps. Sauf qu'en fait, ces substances, c'est scientifique, quoi, c'est médical, ça cause une sorte de brouillard mental et des pensées confuses. Donc en fait, c'est vrai il y a quand même des éléments, il y a du ressenti, puis il y a des éléments scientifiques derrière. C'est-à-dire que quand on était dans la nature, les pics de stress élevés, ils étaient faits pour quand on faisait face à un grand danger, genre un prédateur. Et aujourd'hui, des notifications continues sur les réseaux, des sollicitations permanentes peuvent provoquer plusieurs fois dans la même journée un stress que normalement on est amené à vivre une fois tous les 3 jours, quoi.
Et c'est ça qui est hyper néfaste aussi. C'est hormonal, quoi. C'est vraiment physique. Voilà, je tenais à partager ça que j'ai lu. Ouais, ouais, c'est vraiment fou parce que quand tu creuses sur le sujet, tu te rends compte qu'il y a un lien, entre tout ce qui se passe en nous, c'est-à-dire que d'un point de vue cérébral, neuroscientifique, ce qui se passe avec les neurones et certains circuits qui sont sollicités quand on fait du multitasking, et c'est lié au côté, comme tu viens de dire là, physiologique avec les hormones, et tout est précis, tout est étudié, et, euh, et ça fait sens en fait. Et si tu veux, le multitasking, pourquoi il crée ce stress et avec la production de cortisol, c'est que on lance trop de circuits neuronaux en même temps de manière simultanée, et donc ce qui fait que le cerveau il se sent trop actif. Malheureusement, et dans la plupart des cas, c'est pour des tâches qui ne méritent pas autant Mm. d'activité cérébrale et hormonale. Tu vois. Donc c'est bien dommage. À l'inverse d'un état qu'on appellerait état de flow ou de concentration profonde. Il y a même tout un livre sur ça qui s'appelle Deep Work et que je recommande, qui est vraiment magnifique. C'est à l'inverse de ce cortisol, ce taux de cortisol qui augmente quand on rentre dans l'état de flow et de concentration profonde. Ben, c'est des hormones plutôt de dopamine, sérotonine qui sont sécrétées et qui font du bien. Donc, qui sont les hormones du plaisir, du bonheur, et qui font du bien au corps et au cerveau. Et c'est pour ça justement qu'on adore et que le cerveau adore être dans cet état de flow, parce que c'est de la pure drogue, entre guillemets, hormonale, quoi. Ouais, ouais. Du coup, ça me faisait penser, là, on parle de travail multitâche, de stress, etc. C'est quoi pour toi la charge mentale? Parce qu'on parle souvent de stress, charge mentale, multitasking. C'est la même chose ou c'est une conséquence? Non, pour moi, c'est pas la même chose. Euh, le multitasking, c'est l'acte de faire beaucoup de choses en même temps et de surcharger le cerveau, comme je l'ai dit très souvent, sur des trucs qui ne sont pas forcément à forte valeur ajoutée ou à forte euh, comment dire, consommation intellectuelle, où c'est des tâches assez légères généralement. Et la charge mentale, ça va être plutôt la conséquence et l'effet de trop de multitasking, de trop de mauvaises sollicitations du cerveau, qui fatigue l'intellect au fur et à mesure du temps, et qui va même en cumuler, générer trop de pression mentale. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que quand tu multitasques, tu es moins efficace que quand tu es sur une seule tâche profonde et à forte valeur ajoutée pour ton travail ou ton activité, que tu sois d'ailleurs salarié ou entrepreneur ou indépendant. Et donc, comme il y a cette fatigue et que tu ne produis pas finalement tant que ça, tu ne produis pas tant de choses à valeur ajoutée, il y a une fatigue qui se cumule, la charge mentale qui augmente, le temps qui te gagne parce que tu n'as pas réalisé à la fin de ta journée tout ce que tu as fait. Et donc, jour après jour, l'effet cumulé de tout ça crée une charge mentale qui mène malheureusement sur quelques mois, plusieurs mois, à du surmenage et à potentiellement un burn-out. Mais le point de Hmm. départ, c'est cette charge mentale qu'on a tous ressenti, un peu ce côté fatigue au niveau de la tête, au niveau des yeux, sensation d'être un peu mou, pas très actif en fin de journée, ou même parfois en début de journée, quand la charge mentale est déjà trop installée. Ça, c'est ce pourquoi moi je travaille, et que je veux. Je suis très content de faire ce podcast, parce que ça me permet d'en parler, de créer un peu de prise de conscience sur ce sujet, parce que en cumulé, l'effet sur le mental est catastrophique. Hmm. C'est intéressant d'ailleurs ce que tu dis sur la charge mentale. Ça me fait penser à un autre article que j'avais lu là-dessus pour préparer l'épisode. En fait, c'est intéressant. C'est le travail bâclé finalement. C'est ça que j'avais lu. Ça y est, je l'ai retrouvé. Génère une charge mentale équivalente à celle d'un excès de travail. Et ça, je trouve ça intéressant. C'est un article qui parlait de ce que les scientifiques appellent la qualité empêchée. C'est la charge mentale, elle est aussi liée à la possibilité donnée ou non à quelqu'un de travailler mieux. C'est-à-dire que si on empêche, enfin, parfois en multitaskant ou en sursollicitant quelqu'un, on lui empêche de bosser mieux, et en fait, ça crée aussi une charge mentale énorme, quoi, une Ouais, frustration énorme. C'est pas que en faire plus, c'est je pourrais en faire mieux et je peux pas, je suis frustré constamment, quoi. ouais, exactement. Et moi, je trouve que c'est même encore plus vicieux, entre guillemets, parce que au moins quand tu surcharges quelqu'un, il sait que tu es en train de le surcharger, et donc c'est un peu la personne est prévenue. Sur ces petites tâches, ces petites sollicitations, comme elles sont légères, petites, tu as l'impression que c'est pas si impactant, si marquant que ça.
Et pourtant, ça a vraiment des effets néfastes sur le cerveau. Et donc, on sent pas, en fait, on sent pas l'impact et ça se cumule. On ne sent l'impact que quand c'est trop tard. Mmh. Et ça, pour moi, c'est encore plus dangereux au final. Ouais, ouais, ouais. Et, et du coup, alors, toi qui as pas mal geeké sur le sujet, mais qui a aussi mis en pratique, comment on revient au monotasking? Il y a pas de doute, hein, tu l'as dit, il y a pas de suspense, c'est beaucoup mieux de monotasker, mais bon, faut le faire. Enfin, c'est hyper dur. On est sursollicité toute la journée, est-ce que tu as des techniques autant de gestion d'agenda que de enfin, je suis très Mm. preneur. Si tu veux, une des premières techniques, c'est l'organisation avant même en fait de pouvoir organiser et prendre des actions, il faut que tu mettes de la conscience dans tout ça. Quand je dis mettre de la conscience, c'est que on s'est trop habitué, la plupart des personnes se sont habituées à avancer de manière automatique, mécanique. J'ai X choses à gérer dans ma journée de travail, je connais mes tâches, ben je vais enchaîner. Que ça soit en multitasking, pas en multitasking, je vais faire ce que j'ai à faire et j'avance dans la journée. Je suis sollicité, il y a des notifications, je fais pas attention à si, je travaille de manière accélérée, etc., etc. Et on considère que c'est normal parce qu'on le fait de manière très automatique. Le cerveau, il a beau être super performant, il est aussi très flemmard, donc il aime bien fonctionner en pilote automatique. Et donc la première étape pour moi et le premier conseil, c'est euh, ralentissez votre rythme, ne serait-ce qu'une semaine, pour observer en fait votre journée de travail, comment elle avance, c'est quoi les tâches précises que vous faites, et là où vous perdez du temps sans vous en rendre compte. Et ce ralenti-là que je propose, il permet d'amener une prise de conscience qui même, ça va suffire sur une semaine parce qu'en fait, la prise de conscience, elle est tellement marquante et importante que ça te donne la force et la motivation nécessaires pour décider de passer à l'action. Et pour moi, cette première étape, elle permet vraiment de cet effet aha, ce aha moment, tu vois, cet effet vraiment waouh de mais qu'est-ce que je suis en train de foutre à autant multitasker et à perdre autant de temps sur des choses futiles. Si tu prends pas le temps pour t'en rendre compte, tu peux même pas agir dessus parce que tu sais même pas que c'est existant et que ça te fait du mal dans ta journée de travail. Mmh. Ensuite, une fois qu'il y a eu cette première étape que j'appelle moi un peu l'étape d'observation, il y a plusieurs conseils, mais vraiment celui principal que je voudrais partager, c'est d'organiser sa journée avant de la démarrer. Donc, soit pour ceux qui préfèrent le faire le soir, tu organises des créneaux dans ton agenda la veille de la journée de travail. Soit si tu aimes bien commencer plus tôt le travail avant même que tu rentres dans les emails, les tâches, les réunions, etc., te poser devant ton agenda et placer des blocs. Et après, c'est une discipline. La première fois que tu vas faire ça, il y a de fortes chances que tu ne respectes pas tes blocs parce que tu étais en mode justement mécanique et que tu ne réfléchissais pas plus que ça et donc le cerveau n'est pas encore habitué à son nouveau mode de travail. Mais à force d'essayer avec le temps, ça deviendra de plus en plus facile de respecter les créneaux. Et en fait, quand tu poses ces créneaux, il doit absolument y avoir des créneaux sans sollicitation possible. Le livre dont je parlais tout à l'heure, Deep Work, tu vois, c'est des créneaux de Deep Work, ou moi je dis ouais, des créneaux de concentration pure, de concentration profonde, où tu sais que tu as fait en sorte de ne pas toucher ton téléphone pendant ce créneau-là. Les notifications à droite, à gauche, que ça soit via ordinateur ou téléphone, sont coupées ou en tout cas sont mises en pause. Et quand tu es dans ce créneau-là, ce bloc-là, ben, c'est un bloc de production intense où tu peux choisir une tâche, une action, non, plutôt une tâche, pardon, une tâche qui nécessite justement une concentration plus avancée, plus importante que juste la concentration dont tu as besoin pour répondre à un email ou checker ton application de réseaux sociaux. C'est combien de temps ces plages horaires, Ali? Enfin pour Euh, toi en tout cas? pour moi, en fait, quand j'ai creusé sur le sujet, il y a beaucoup de spécialistes te disent qu'au départ, pour vraiment atteindre cet état de concentration profonde, ça te demande un tel effort que que tu vas difficilement tenir plus d'une heure quand tu n'es pas habitué. Donc au début, moi je conseillerais même de prendre des plages juste de 30-45 minutes,
mais c'est vraiment 30-45 minutes sans aucune interruption pour que le cerveau rentre dans son état, cet état d'attention profonde. Et d'ailleurs, même d'un point de vue, si tu veux, d'un point de vue euh, neuronal, on a besoin de 23 minutes pour trouver, rencontrer un plein niveau de concentration. Donc c'est pour ça aussi que que je conseille minimum 30 minutes. Et d'un point de vue hormonal, c'est la même chose. Le taux de cortisol baisse à environ 20 minutes. Donc tu vois, tout fait sens. Et donc démarrer avec cet objectif de 30-45 minutes. Et après, c'est du progressif. Tu peux aller chercher 1 heure, 1h30. Moi, personnellement, j'aime pas dépasser 1h30 parce que de mon ressenti, mon cerveau chauffe beaucoup. Mais je vais préférer placer 2 créneaux de 1h30 dans la journée, peut-être un troisième d'1 heure pour atteindre mes 4 heures maximales parce que aussi ce qu'ils disent dans les dernières études, c'est que c'est très difficile dans une seule journée de dépasser les 4 heures de concentration profonde parce que notre si tu veux, notre barre de batterie d'attention profonde, de concentration profonde disponible va difficilement au-dessus de 4 heures, à part quand tu as vraiment surentraîné le cerveau et que ça fait quelques années que rentrer dans un état de concentration profonde est devenu normal. Voilà. D'accord. C'est hyper clair jusque-là. Donc, on a parlé d'une phase d'observation, observer déjà tout ce qui pollue mes journées. Moi, je conseille vraiment effectivement de faire ça. J'avais lu ça aussi dans un livre qui s'appelle Atomic Habits, de lister tout ce que je fais dans la journée un peu de manière automatique, notamment rien que dans la première heure de la journée. C'est fou comme on a tous des routines, surtout le matin, et c'est fou comme déjà il peut y avoir des choses qu'on observe qui sont pas forcément nécessaires ou polluantes, qui peuvent être des habitudes mauvaises. Et voilà, en tout cas, observer, lister toutes les habitudes, tout ce que je fais pendant la journée, ça c'est un super conseil parce que c'est de là que tout part. Ça permet d'en avoir conscience. Ensuite, de se dire, tiens, est-ce que ça m'apporte un truc? Est-ce que ça ne m'apporte pas un truc? Est-ce que ça me fait du bien ou pas? Et ensuite, organiser sa journée avant de démarrer. Ça, c'est un super conseil. Positionner des blocs de deep work dans lesquels tu es injoignable. Ça, c'est super important aussi. Couper les notifications et pas être trop gourmand, hein. J'entends aussi que ça sert à rien de se mettre 8 heures de deep work dans la journée. C'est physiquement impossible et je pense que ça, c'est aussi un piège, hein, de vouloir trop en faire et du coup d'être constamment frustré aussi. De se dire, bah non, ce que je me suis mis, je vais le faire. Mais du coup, je m'en mets pas trop parce que sinon, c'est décourageant, quoi. C'est un peu comme les objectifs SMART. Et du coup, ouais, tu as souligné aussi un truc important. En tout cas, moi qui résonne, ce que je fais, c'est que je me mets quand je fais des phases de deep work, en ne pas déranger, quoi. Vraiment, tant pis. Si j'ai un client qui m'appelle et tout, tant pis. Sinon, en fait, j'avance jamais, quoi. Ouais. Moi, plus que ne pas déranger, c'est le téléphone n'est même pas dans ma zone de travail quand je suis dans ces créneaux-là, mais Ah ouais. parce que Ouais, tu le caches. ouais. En fait, c'est même pas je le cache, c'est que il est pas dans la même pièce. Tu vois, Ok. et si tu es dans un temps, moi je suis la plupart du temps en télétravail, mais quand je le faisais, je me rendais compte que je le faisais à l'époque où j'étais en open space. J'allais prendre une salle ou un coin particulier, je laissais le téléphone sur mon bureau, mon desk normal, pour ne pas être dérangé, sollicité. Parce qu'en fait, on est trop tenté. On est, Ouais. j'allais dire, on est un peu faible, mais on est vraiment tenté. Ça va vite. En fait, c'est tellement simple de toucher le téléphone, de prendre le téléphone et d'aller chercher les réseaux sociaux, plus l'effet FOMO sur lequel jouent toutes les plateformes. C'est trop facile, en fait. C'est trop facile. Donc, j'offre à mon cerveau la tranquillité en enlevant le téléphone. Et puis aussi, j'ai un ça aussi, c'est un point important. Tu vois, là, je vais plus basculer sur un côté psychologique, coaching, mais c'est important de connaître son why, en fait. Tu vois, moi, quand je suis dans ces sessions de deep work, j'ai besoin de rentrer dans cette concentration intense parce que je veux être à la hauteur. En fait, ma mission est noble, je suis hyper motivé, je gère beaucoup de choses. J'ai vraiment envie de réussir et d'un point de vue entrepreneurial et d'un point de vue impact pour les gens qui m'entourent et les gens que je sers. Donc, quand je démarre cette session-là de concentration intense, c'est trop important pour moi pour me permettre d'être tenté par quoi que ce soit d'autre. Donc, tout est fait en sorte pour que j'honore cette session-là et que je m'éclate, parce qu'en plus, je m'éclate quand je rentre dedans. Et
Tu me disais tout à l'heure, j'ai l'impression que tu produis plein de contenu encore plus qu'avant. En fait, parce que c'est vrai, parce que depuis que j'ai mis en place ces routines et ces mécanismes de concentration profonde, de baisse charge mentale, ben, je me suis rendu compte, tu vois, qu'en 1 heure d'une session hyper intense, je suis capable d'écrire 15-20 posts LinkedIn, par exemple, tu vois. Donc forcément, 15-20 posts LinkedIn à l'heure. Ah ouais, non, là. tu vois, et je l'ai vécu parce que moi, d'ailleurs, c'est une des recommandations que je donne, quel que soit votre objectif. Moi, là, j'ai pris l'exemple des posts LinkedIn, mais ça peut être n'importe quel sujet selon votre métier et votre domaine. Mais faites-le comme un jeu, tu vois. Moi, en 1 heure, j'ai testé parce que je me suis mis à jouer tellement ça m'a fait kiffer. J'ai créé 7 posts LinkedIn et après, je suis passé à 10 et après, je suis passé à 12 et à un moment, je me suis dit, allez, je le fais 1 heure chrono et je voyais vraiment en mode Pomodoro. J'avais mis le chrono Pomodoro devant moi et je me suis dit en 1 heure, tu pars chercher 15. Et franchement, je m'éclate et je sens que le cerveau, il est de plus en plus efficace. Et j'avais lu sur le sujet, donc ça m'a renforcé dans mes sensations, puisque j'ai exploré, j'ai cadré ça. Et derrière, franchement, je suis content parce que quand je vois les derniers résultats de mes publications, que ce soit en termes d'engagement, en termes de retour et d'opportunités business que ça a créé, je me dis qu'en plus, les posts, ils sont quand même d'une certaine qualité, tu vois. Donc, Je confirme. merci. Merci beaucoup. Et vraiment, je le dis en humilité, je suis pas en train de me lancer des fleurs, mais c'est juste pour dire que c'est accessible à tout le monde. C'est juste qu'on est tellement sollicité qu'on ne rentre plus dans ces états de productivité, de concentration profonde, mais c'est possible pour tout le monde et ça change la donne. Parce que du coup, bah, si je reste sur mon exemple, forcément, si j'ai créé 15 posts LinkedIn en 1 heure et que j'en utilise 5 par semaine, j'ai déjà 3 semaines de contenu prêtes, là où j'avais besoin de 3 heures, 4 heures avant pour faire ça. Donc Ouais. littéralement, mathématiquement, j'ai récupéré 3 heures dans ma vie et ça me va très bien pour aller jouer au tennis, pour aller faire mon crossfit, pour passer du temps avec mes grands-parents et mes amis. Tu vois, ça a matché même ma vision du kiff de la vie et du temps passé avec les gens que j'aime. Tu vois, donc c'est pour ça que je veux défendre ça et je veux que les gens prennent conscience de ça et qu'ils s'offrent cette possibilité dès que possible. Ouais, merci beaucoup Ali. J'ai deux questions pour rebondir là-dessus. Une sur l'open space, tu en as parlé tout à l'heure, et une sur LinkedIn. Euh, LinkedIn, c'est un réseau social. Peu importe, ça aurait pu en être un autre, mais là, tu as pris cet exemple-là. Tu as la partie production, ok, j'entends. Prise comme un jeu en mode performance, tu arrives à délivrer beaucoup de production, genre des posts. Mais ensuite, il faut le faire, faut poster et faut être présent aussi sur les réseaux sociaux une fois que tu es dans cette logique-là. Et toi, je sais que tu l'es. Je voulais savoir, parce que ça peut parler à pas mal de monde, comment tu fais pour gérer aussi le moment où tu postes et tu interagis. Parce que là, potentiellement, c'est un gouffre aussi. Une fois que Ouais, tu t'es mis à poster ton post, tu as des gens qui commentent et tout. Et je pense que aujourd'hui, beaucoup de choses se passent en business sur les réseaux sociaux. Et c'est ça aussi le piège. C'est même si tu sous-traitais tes posts, à la limite que ça te prenait 0 temps, il y a toujours le temps de poster, d'interagir. Toi, comment tu fais? Tu t'es limité dans le temps aussi? Parce que ça, c'est le piège, quoi. C'est le gouffre. ouais, très, très bonne question. Alors, je ne sais pas pourquoi tu as parlé d'open space, mais je suppose qu'il y a une autre question, mais je vais répondre d'abord Ouais, sur j'aurai une autre LinkedIn. question après. Parfait. Donc, sur LinkedIn, écoute, j'ai appliqué la même tactique. Donc, j'ai des créneaux que j'appelle créneaux légers ou light, tu vois, genre euh, dans lesquels j'ai conscience que je fais des actions et j'utilise mon cerveau pour des choses qui ne sont pas de réflexion profonde. Et donc, de la même manière que je disais tout à l'heure, je place mes créneaux de concentration profonde ou d'attention profonde, ben, j'ai des créneaux de light actions ou actions légères où je suis autorisé, enfin, où je m'autorise, parce que c'est pas je suis autorisé, c'est je m'autorise à checker mes mails et traiter mes mails et à rentrer sur les réseaux sociaux. Sachant que moi, j'ai parlé de LinkedIn, mais en vrai, moi, je produis du contenu sur LinkedIn, Insta et TikTok. Donc là, j'ai baissé le rythme sur TikTok parce que j'en avais besoin et que j'ai vu moins d'impact côté visibilité et business. C'est là où j'ai la plus grande communauté, mais c'est là où j'ai le moins d'impact business. Donc, petite parenthèse, donc j'ai baissé le rythme. Mais tu vois, juste entre LinkedIn et Instagram, il y a quelques mois, je me sentais mal à cause de ces réseaux sociaux et le temps anarchique et l'organisation anarchique que j'avais sur ces réseaux. Donc aujourd'hui, pour répondre à ta question juste avec LinkedIn, je m'autorise un premier créneau LinkedIn de 9h à 9h45 ou de 8h45 à 9h30, donc 45 minutes où non seulement je
publie mon contenu et je réponds, j'interagis avec les gens. Une fois que ce créneau se termine, je ne me donne plus le droit d'ouvrir LinkedIn, que ce soit sur mon ordinateur ou mon téléphone. Excuse-moi, j'ai toussé. Et du coup, je disais, ouais, en dehors de ce créneau-là, je ne m'autorise pas. J'ai un autre moment qui est encore aussi d'action légère, qui est vers midi 30 ou 13h, un peu avant le déjeuner. Et je m'autorise, et celui-là, il est juste de 15 minutes, mais vraiment mesuré et chrono à la main, montre à la main. Et le dernier, c'est le soir, où celui-là, je vais mixer un petit check LinkedIn et une petite consultation sur Instagram pour voir si je dois réagir, s'il y a eu des messages en MP. Et donc, en fait, j'ai créé cette organisation-là qui fait que je protège mon cerveau parce que j'ai beaucoup lu sur le sujet et que j'ai voulu mettre ça en place. Et derrière, j'ai l'avantage depuis tout petit d'être un mec extrêmement discipliné. Donc, quand je me pose quelque chose et que je m'engage sur quelque chose, je le respecte parce que j'ai cette attitude-là et engagement envers moi-même. Tu vois. Et donc forcément, j'ai vu le changement parce que la charge mentale a diminué, mon cerveau il va plus dans tous les sens tout au long de la journée. Je suis efficace, tout autant efficace sur ces réseaux et ça marche bien, tu vois. Donc je compte bien maintenir les choses de cette manière. Et est-ce que tu fais... Ah oui, j'avais une autre question juste. Parce que là, toi, tu es chez toi. Mais tu as parlé tout à l'heure de l'open space. Ouais. Comment on fait dans une situation de sursollicitation, de bruit dans l'open space? Tu as des outils, tu as mis en place des règles? Parce qu'il y a pas mal de gens, et moi, j'ai fait partie de ces gens-là, qui sont un peu piégés dans... Enfin, tu vois, parfois, c'est la cour des miracles, l'open space. Tu es sursollicité, tu as plein de trucs. Toi, tu avais éduqué les gens, tu avais mis en place des règles. Comment tu faisais, tu vois? Ouais, c'est une très bonne question. Il y a vraiment les deux modes qui varient. Dans tous les cas, l'organisation en créneau et cette notion de concentration profonde, je recommande à tout le monde d'aller la chercher et de l'appliquer. Sur l'open space, ton défi, c'est que tu peux avoir des personnes qui viennent à toi. Et donc si tu mets pas en place une sorte un peu je vais pas dire de mur de protection, mais en tout cas de sensibilisation à ce sujet, il y a peu de chances que tu tiennes tes créneaux de concentration profonde. Ouais, Donc, c'est ça. premier conseil, c'est communiquer. Donc, si c'est avec les membres de ton équipe ou tes collègues, ton manager, en tout cas, il faut passer le message. Côté manager, mon grand conseil, c'est d'expliquer pourquoi tu as envie d'être isolé par moment, être en concentration profonde. Très sincèrement, si tu le fais de la bonne manière, en prouvant que tu es plus productif, que tu atteins tes résultats et que tu te bases sur des preuves concrètes de réalisation, de production, et que tu dis en plus que ça te permet de passer moins de temps sur des tâches inutiles ou des réseaux sociaux, je vois mal un manager ou un directeur te dire ah non, 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 je veux que tu passes 2 heures sur ton email et 1h30 sur LinkedIn, tu vois. Et je laisse de côté un peu l'exemple particulier des commerciaux où eux, c'est un peu plus précis parce que leur outil de travail mettent vraiment à risque cette notion de concentration profonde. Mais autrement, une fois que tu as bien communiqué avec ta hiérarchie sur la nécessité de mettre en place ces plages-là où tu es vraiment super concentré, on va pas venir te dire non, non, ne deviens pas plus productif, ça ne va pas, tu vois. Et donc derrière, je disais une fois qu'il y a eu ce moment communication, ta deuxième étape, c'est de trouver idéalement un endroit où tu peux être seul sans être dérangé et placer dans ton agenda de manière claire, transparente, que c'est un moment de travail, comment dire, de concentration profonde. Et puis, bien sûr, même au sein de l'open space, communiquer par exemple aux gens que quand vous avez, je sais pas, les écouteurs dans les oreilles ou le casque sur les oreilles, que vous ne voulez pas être dérangé. Voilà. Et derrière, pour moi, le plus important, ça va rester de communiquer dessus pour que les gens puissent comprendre, parce que sinon, il y aura toujours le message sur Slack, sur Teams, la notification par email. Il y aura toujours une bonne raison d'être interrompu
et ce qui fait que vous ne serez jamais dans votre état de productivité, de concentration optimal. Pour entraîner son cerveau au monotasking, tu en as parlé tout à l'heure, c'est bien de s'organiser, mais au début, ben, on est plus ou moins bon. Heu, Est-ce que toi, tu as des rituels, des routines pour devenir de plus en plus bon, quoi? Euh, je pense, bon, assez spontanément, même si je l'ai dit, la première chose, c'est de s'offrir des premiers créneaux de concentration profonde, parce que sinon, bah, ça changera pas. Donc, quitte à que ça soit juste 30-45 minutes. Ensuite, euh, je dirais réapprendre à s'ennuyer ou avoir des temps off. En fait, on laisse plus le cerveau se reposer parce j'ai l'impression, et moi mon observation, c'est que les gens ont commencé à avoir peur ou ont même peur officiellement de l'ennui, du silence, du calme. Et donc, s'il y a un temps mort, s'il y a un temps d'arrêt, il faut vite aller choper le téléphone pour checker je ne sais quoi de super stimulant, intéressant, pour ne pas laisser le cerveau divaguer. Sauf que ça marche pas comme ça. On a besoin que le cerveau se repose, se détende. De la même manière que l'on dort et qu'il se passe 36 000 choses dans notre cerveau pendant la nuit de sommeil dont on ne sait rien parce que c'est le subconscient qui travaille, ben ces temps de vide, de repos permettent au cerveau de faire plus de connexions entre les neurones, des nouvelles connexions dans des régions du cerveau différentes qui font que l'on devient meilleur, plus productif, plus intelligent de manière générale. Et donc, s'il n'y a Mais pas là, ces tu temps... parles de méditation, par exemple? Enfin, juste pour essayer de concrètement Ben, comprendre, c'est écoute, ça? ouais, j'ai été un peu abstrait, mais méditation, si tu veux, c'est le grand mot pour dire laisser le cerveau se reposer. Mais en vrai, ça peut être de la contemplation, c'est-à-dire se poser et regarder idéalement, si c'est un paysage ou un lieu de nature, regarder ce lieu de nature et laisser le cerveau divaguer dans le vide. Ça peut être mettre la musique et marcher tranquillement, encore une fois, idéalement en nature, dans un parc, mais même dans la rue, laisser le cerveau aller là où il veut aller, quoi, sans ramener laisser les pensées venir. Parce que moi, ce que je défends, bien sûr, la méditation, moi, j'en fais tous les jours et je recommande à 200%, mais j'ai l'impression que certaines personnes bloquent avec ce mot et considèrent que c'est une pratique exceptionnelle pour une minorité de personnes. Donc moi, avant même de parler de méditation, qui est pour moi la meilleure des choses à faire, je dirais juste laisser le cerveau divaguer, laisser les pensées venir, quelles qu'ils soient, et ne pas chercher à contrôler et ramener sa conscience et son attention sur un sujet ou un questionnement précis. Laisser ce flot de pensées venir comme c'est et accueillir comme ça, tu vois, sans juger, sans chercher à contrôler. Et donc ça Ouais. laisse le cerveau se reposer. Mmh. Enfin, ça laisse le cerveau se régénérer, parce qu'on a l'impression qu'il ne se repose pas parce qu'il tourne encore, mais en tout cas, l'attention n'est pas dirigée vers une tâche précise, vers un objectif précis. Et c'est déjà super. Et derrière, donc voilà, ça c'est pour, si tu veux, Mmh. le deuxième élément. Le troisième élément, ben, l'activité physique, c'est pas pour rien, la santé physique, la santé mentale sont liées, le seront toujours. Tout est lié de toute façon dans nos systèmes de santé. Et donc, le sport va aider non seulement à se détendre et détendre le cerveau, mais aussi à améliorer les capacités cognitives derrière avec le vide qu'on a un peu créé et la récupération cérébrale qu'on a créée grâce à l'activité physique. Mmh. Je te Euh, rejoins complètement là-dessus. voilà. Je te Et rejoins complètement là-dessus. De mon côté, je ok. suis pas un grand méditant, mais effectivement, j'essaie de caler des petits moments de respiration à des moments dans la journée. Dès que j'y pense, je me dis: «Tiens, pense à ta respiration» et ça dure peut-être que 3 minutes, mais je sais que moi, je serais incapable enfin, en tout cas, je suis pas encore, du tout, à même de mettre, des plages de 20 minutes, par exemple, de méditation, mais en revanche, les petits exercices de respiration profonde, ça marche bien. Et un autre truc aussi, que moi je pratique, puisqu'on parle aussi de ce qu'on fait nous, moi c'est de la marche et de la course. En fait, moi je fais environ, 10-11 kilomètres par jour et en marche ou en course et en fait, c'est un peu ça qui me maintient et c'est là que j'ai toutes mes idées et sous la douche. Parce que mécaniquement, quand je suis concentré sur l'effort, en fait, je peux pas être concentré sur une tâche intellectuelle, énorme
Et bizarrement, bah, c'est là où, ça c'est mon expérience, hein, c'est quand je cours et quand je suis sous la douche que j'ai du coup toutes mes idées qui ressurgissent, quoi. Comme si elles avaient été là et qu'elles étaient prêtes à sortir. Ouais, la même chose. La même chose, c'est exceptionnel parce que c'est partagé par beaucoup de personnes, mais c'est effectivement là qu'il y a les plus grands moments de créativité parce que c'est ce que je disais tout à l'heure, j'essayais d'expliquer, c'est que le subconscient a une puissance tellement exceptionnelle que on génère plus d'idées, il y a des liens qui se font que l'on ne pourra jamais faire de la même manière, avec la Mmh. même efficacité, de manière consciente, en portant notre attention et en obligeant notre attention sur un sujet donné. Donc, n'ayez plus peur et n'ayons plus peur des silences, de l'ennui, des moments un peu plus off, plus calmes, parce que c'est là que réside un puits de créativité assez ouf. Voilà. Ah, magnifique. Ali, je vais faire un petit récap à ce stade. On a parlé du coup de comment revenir un peu au monotasking, à quelque chose de à la fois plus efficace pour le travail, mais aussi qui génère un peu plus de bien-être. Tu as dit plusieurs choses. Première phase, c'est vraiment l'observation, observer son temps, observer ce qu'on fait dans la journée, observer ce qui apporte de la valeur, ce qui en apporte pas. Ensuite, organiser ses journées en alternant des créneaux de deep work, travail profond, et aussi des créneaux de travail plus léger ou qui demandent moins d'efforts au cerveau. Tout ça, c'est bien de le faire, mais il faut savoir pourquoi on le fait. Donc c'est important aussi pour rester motivé dans le temps, de se reconnecter à son why, à son pourquoi. Qu'est-ce que c'est le moteur derrière tout ça? S'il y en a pas, ça va pas tenir bien longtemps. Et pour le cas des gens qui sont dans l'open space, c'est important aussi d'essayer de, ça se fait pas tout seul d'arriver à s'organiser comme ça. Il va falloir communiquer et mettre en place des petites règles qui, si elles sont expliquées, peuvent être possibles aussi en open space pour trouver ces créneaux-là qui sont vraiment importants. Pour progresser aussi soi dans les moments de travail profond et arriver à les rendre plus qualitatifs. Tu as parlé de s'autoriser à se laisser des temps de respiration dans la journée, même avant même d'aller vers la méditation, déjà se laisser ça, sans se juger de c'est vide, il y a du silence, je suis pas productif. Et également, bien sûr, prendre soin de son corps avec une activité physique. Je tenais à faire ce petit récap. J'ai certainement oublié des choses, mais parce que tu as partagé beaucoup de valeurs. Et je me demandais en le faisant s'il y a un truc à retenir dans tout ce que tu nous as dit, Ali. Écoute, merci pour ce récap. Je t'ai écouté, en fait, ça m'a fait penser à 10 choses que j'aurais aimé encore partager, Ah, mais c'est pas grave. Le sujet est vaste et super intéressant. S'il y il est encore temps d'en partager une ou deux, hein. ce que je vais dire, ce que j'aimerais dire, en fait, s'il y a une chose que je laisserai, c'est euh, notre cerveau, parce que je m'inclus, notre cerveau est vraiment capable de faire et de produire et de créer beaucoup plus que ce qu'il fait aujourd'hui. Il faut en avoir conscience et il faut se donner, se créer le cadre, les routines, les pratiques et utiliser les bons outils pour s'offrir en fait cette optimisation de l'utilisation de notre cerveau et de ses facultés. Parce que déjà, c'est beaucoup plus agréable et c'est magnifique d'aller explorer ça et pour créer de nouvelles choses dans nos métiers et sur Terre. Et que en plus, en faisant ça, ça prend sens même pour notre quête de santé, de bien-être et de bonheur et de liens sociaux parce que on diminue la pression que subit le mental et on gagne du temps pour la passer à nos activités préférées ou avec les gens qu'on aime le plus. Et donc j'aimerais, tu vois, si je devais laisser un seul message, et un seul partage, c'est celui-là, c'est que quel que soit votre niveau aujourd'hui, vous pouvez, c'est possible de faire plus, c'est possible de faire mieux, sans forcément y passer plus de temps, et que en abandonnant un peu certaines notifications, sollicitations et un temps que l'on sait tous pas si productif et intéressant que ça en scrollant sur les réseaux sociaux, ben on peut s'offrir une vie plus épanouie plus épanouie, épanouissante, et c'est ce que je souhaite aux gens en fait.
Work in Progress, c'est un podcast sur le futur du travail. Ali, qui est-ce dans tes contacts que tu me recommanderais d'y inviter? Écoute, je pense à Olivier Chambovet, qui, c'est un entrepreneur, CEO d'une entreprise en Suisse que j'ai rencontré, qui a un magnifique parcours, de belles réussites. Il crée pas de contenu, donc je pense que tu as pas dû le voir ni sur LinkedIn ni sur un autre réseau. Mais moi que j'ai rencontré dans la formation Kalima, où je l'ai formé et on a eu une super discussion. Où lui, il a fait un switch, il est passé de la super productivité, quête de business, de richesse, etc., à une quête de sens et de mettre plus de sens et de conscience en entreprise. Et donc aujourd'hui, il accompagne des dirigeants, des CEO et des responsables d'entreprise dans comment, tu vois, parce qu'on parle de on parle de work in progress, c'est vraiment ça, c'est comment mettre de la conscience de l'humain et un autre mode de fonctionnement dans les entreprises, pour que les entreprises euh, respectent plus nos liens humains, nos liens sociaux et l'écologie et notre avenir. Et je pense que ça serait Hmm. intéressant de discuter avec lui, je te passerai le contact. Merci pour la passe décisive, Ali. Avec plaisir. Euh, pour tous les gens qui voudraient te suivre et t'envoyer des petits mots, des feedbacks, te joindre, quel est le meilleur moyen de le faire vu que tu es présent sur pas mal de plateformes? Je pense que le meilleur moyen, c'est LinkedIn. Super. Voilà, peut-être que je réponds pas immédiatement et c'est vrai que la messagerie n'est pas des plus simples, mais je finis toujours par répondre et avec plaisir pour discuter et entrer en contact. Ouais, les gens auront compris que tu fonctionnes en asynchrone de toute manière. Donc, je pense qu'ils ne s'offusqueront pas si tu ne réponds pas tout de suite. Mais je mettrai du coup ton LinkedIn dans les notes de l'épisode pour ceux qui veulent en savoir plus sur toi. Et en attendant, je te remercie infiniment pour tout ce que tu as partagé, Ali. Ben, merci beaucoup. C'est vraiment un plaisir de partager ça. Tu sais, le sujet me passionne particulièrement. Je pense à 100 ans et encore plus là sur les derniers mois, dernières semaines où j'ai créé toute une formation autour du sujet. Et je pense bien que sur les prochains mois qui me seront donnés de vivre, je vais en faire un peu une affaire personnelle parce que je pense que l'impact est super important dans nos vies et je vais défendre ça à fond. J'ai hâte de voir. Merci beaucoup, Ali. Merci à toi. Si vous souhaitez recevoir le récap de chaque épisode, vous pouvez vous abonner à ma newsletter garantie 0 spam 100% gratuit, je glisse le lien dans la description. Sinon, je suis très preneur de vos retours sur cet épisode, vous pouvez laisser un avis, je le transmettrai à l'invité du jour, je réponds aussi à 100% des messages. Vous pouvez me contacter sur LinkedIn Mathieu Bernard ou par mail mathieu@inprogress.pro, in progress tout attaché. Merci beaucoup et à très vite sur Work in Progress.